Bonjour à toutes et à tous. Un immense merci, qu'il est rare d'entendre une magistrate mettre en avant la justice restaurative. C'est le plus bel accueil que vous pouviez me réserver. Merci beaucoup pour ça. Merci aussi aux organisateurs et aux organisatrices de cette journée. Et à chacun et chacune d'entre nous d'être ici. Parce que voilà, on manque un peu d'espoir pour l'instant. On est souvent bloqué dans des états de sidération et ça fait du bien de se reconnecter à cette énergie collective, à la puissance du collectif pour pouvoir aller de l'avant. Et quand on voit le nombre de personnes qu'il y a ici, ça rassure de se dire qu'on est nombreux et nombreuses à œuvrer pour un monde plus juste et plus engagé. Alors, comme vous le savez, la pierre à l'édifice que je vais essayer d'apporter à cette journée, c'est essayer d'ouvrir votre regard quant à l'importance de développer des chemins pluriels de justice. Et pour ce faire, je vais vous inviter à revisiter différentes expériences de justice que j'ai eu la chance de découvrir, parfois d'accompagner et donc de vivre, et qui sont des expériences de justice qui étaient des expériences de mouvement. Moi, je les vois vraiment comme ça, souvent les yeux dans les yeux, ancrés dans la terre, avec une âme souveraine et avec des personnes qui étaient debout, ce qui n'est pas toujours le cas dans les cours et tribunaux. C'est de cela que j'ai envie de vous partager. Je ne vais pas vous donner une définition de la justice restaurative, on peut y revenir derrière, mais je pense que les expériences que je vous montrerai vous en donneront une par elle-même. Et puis la justice restaurative, moi j'aime à dire qu'elle prend la forme et la couleur de l'endroit où elle se déploie. Et du coup, je pense qu'elle peut être très diverse et variée. Alors pour ce qui me concerne, la justice restaurative est arrivée dans ma vie en faisant tellement sens. Au début, j'étais dans mes études de droit, et puis j'ai bifurqué en criminologie, et j'étais très très loin à ce moment-là d'imaginer les différentes expériences de justice inspirantes, questionnantes, parfois bouleversantes que la vie allait me permettre de découvrir. Ce que j'avais compris par contre très rapidement dans le cadre de mes études de droit, et peut-être parce que ça faisait écho à des questionnements qui remontaient à mon enfance, c'est que le chemin de la justice pénale traditionnelle, que je peux respecter par ailleurs, ne serait en tout cas pas le mien. J'aimais l'idée que le droit puisse être un vecteur pour défendre la démocratie, les droits des personnes qui ont justement vu leurs droits se faire bafouer, être un vecteur pour protéger les droits de la défense. Je peux avoir évidemment un immense respect et regarder avec beaucoup d'admiration le travail des juges, des avocats, des magistrats quand ils exercent la justice de là où ils l'exercent. Pour autant, je voyais d'autres choses qui, moi, me questionnaient beaucoup lorsque j'étais dans mes études de droit. Et je pense notamment à ce clivage rhétorique entre les avocats de la défense, les avocats des parties civiles et le ministère public. Je pense à l'indéniable droit au silence. Je pense à de nombreuses choses, enfin, au fait que quand on rentre dans le palais de justice, en tout cas à Bruxelles, on se sent déjà simplement intimidé de par la structure qui est immense, de par le fait que quand on monte les escaliers, que quand on arrive en haut, on est essoufflé. Ça dit beaucoup, à mon avis, de ce qu'il peut se déployer comme espace de justice derrière. J'étais vraiment très très affectée par un certain nombre de manières d'exercer la justice au sein des cours et tribunaux traditionnels, et je me rends compte que je n'arriverai pas personnellement à me connecter à cette manière-là d'exercer la justice. J'entendais souvent cette phrase qui disait « Justice a-t-elle été rendue ?» sous prétexte que le procès s'était conclu par un acquittement ou par une condamnation. Et déjà, pendant mes études de droit, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Justice a-t-elle été rendue? Qu'est-ce qu'il en est des questions peut-être bien plus fondamentales que l'acquittement ou la condamnation? Qu'est-ce qu'il en est de la réparation? Qu'est-ce qu'il en est de la reconnaissance? Qu'est-ce qu'il en est de la responsabilisation? Qu'est-ce qu'il en est de savoir si le processus de la justice traditionnelle a permis un pas en avant? Un pas en avant pour les personnes victimes, un pas en avant pour les personnes autrices de violences qui devront un jour se réinsérer, mais aussi un pas en avant pour la société, qui peut-être aurait gagné et aurait grandi si elle s'était non pas que érigée en la posture d'un ministère public qui est là pour défendre les intérêts de la société, mais si elle s'était profondément posé la question de savoir quelle était sa part de responsabilité dans les violences qui se sont déployées et qui ne sont évidemment pas que interindividuelles, mais qui sont aussi le fruit d'un système. Bref, j'ai vite compris que je voulais aller vers autre chose et que je voulais pour ça me nourrir de différentes sources d'inspiration sur ce que l'on entend par faire justice. Je voulais pouvoir ouvrir mes yeux, je voulais pouvoir aller voyager sous d'autres cieux, je voulais pouvoir aller à la rencontre des richesses que le monde avait à offrir,
au-delà et par-delà l'institution judiciaire qui, dans ma formation en droit, était considérée comme le ciment dominant de l'expression de la justice pénale, là où j'étais moi-même pourtant tellement convaincue qu'il n'y avait pas que elle qui savait et qu'il n'y avait pas que elle qui avait des clés. Ce sont mes licences en criminologie qui m'ont permis de démarrer ce voyage vers d'autres formes de justice. Le hasard de calendrier a fait qu'en 2004, quand j'étais à l'année de mon mémoire, les juridictions Gacaca au Rwanda, qui sont ces tribunaux populaires en charge de la poursuite des crimes de génocide au Rwanda, démarraient leur phase pilote. Et donc j'avais 22 ans et j'ai pu partir 5 mois au Rwanda, aller observer le travail de ces tribunaux. Le Rwanda avait dû renoncer à la justice pénale traditionnelle parce qu'il se rendait bien compte qu'avec un pays qui était aussi dévasté, où il n'y avait plus de cours et tribunaux et plus d'hommes de loi, il n'aurait pas été possible d'en venir à bout du contentieux du génocide par les voies classiques. Ça aurait pris éminemment de temps et ça aurait probablement été tout à fait aveugle aux enjeux de l'avenir et de l'importance de pouvoir un jour réapprendre à revivre ensemble. Et donc le Rwanda a fait le choix de recourir à des méthodes traditionnelles de résolution des conflits qu'il a adaptées au contentieux du génocide. Vous devez imaginer un pays endeuillé, dévasté, où 10 ans plus tard, quand vous vous baladez dans le pays de colline en colline, vous avez sur les collines la population qui se rassemble, qui a élu en son sein des personnes considérées comme étant des juges intègres. Et donc vous avez des paysans et des paysannes qui ne sont pas formés au droit et qui ont dû rendre la justice, qui ont dû faire en sorte que le chemin puisse se faire pour que la vérité puisse éclore doucement et pas sûrement, parce qu'il y a évidemment des vérités qui n'ont jamais été dites, mais pour que la vérité puisse éclore, pour que la justice puisse en émaner, et puis pour qu'un jour, peut-être, il puisse y avoir des chemins de pacification des relations, puisque la réconciliation, à ce moment-là, et même peut-être encore aujourd'hui, était un mot peut-être trop ambitieux. J'ai eu la chance, pendant les 5 mois que j'ai passés au Rwanda, de pouvoir voir cela, et de pouvoir le faire en y allant avec la simple envie de me dire, tiens, je ne suis pas belgo-rwandaise, je suis belgo-éthiopienne, mais je vais essayer de m'affranchir de mes lunettes juridiques occidentales et je vais essayer d'aller comprendre ce que le Rwanda a essayé de mettre en place pour faire face au poids de son histoire. Ça a été un enseignement absolument incroyable. Quand je suis revenue de là, j'ai découvert un autre sens conféré à la justice, moins binaire, plus humble, plus ancré dans la terre, et où certes, le passé était convoqué, parce que jamais on ne pourrait se détourner de toute la souffrance qui avait été engendrée, mais où demain était un enjeu majeur et où on se donnait l'espace de pouvoir le penser et le construire. Et donc un processus de justice qui s'inscrit dans une temporalité où le passé sert le présent pour que les personnes puissent un jour se tourner vers demain. J'étais très intriguée, évidemment. J'étais jeune, très intriguée. Je suis revenue en Belgique. J'ai été travailler pendant 5 ans au Congo dans le cadre de la création d'une école de criminologie et j'étais revenue du Rwanda tellement bouleversée par ce que j'y avais vu que je m'étais promis qu'un jour j'y retournerais. Et quelques années plus tard, je suis partie pendant 4 ans avec mes 2 enfants m'installer là-bas et j'ai eu la chance de rencontrer des communautés villageoises qui étaient encore dans le deuil, qui étaient encore très impactées par le génocide, on était à ce moment-là 20 ans plus tard, mais qui étaient affectées au quotidien par des violences du présent. Et en l'occurrence, beaucoup de violences domestiques et de violences sexuelles qui ne cessaient de miner les foyers et les communautés et qui étaient souvent le fruit d'hommes qui avaient quitté la prison et qui avaient du mal forcément à retrouver une place dans la communauté parce que ils devaient d'abord se réinsérer dans un endroit où ils avaient 20 ans auparavant commis des massacres, mais aussi parce que au fil du temps, ils avaient perdu leur place d'hommes, de pères, de voisins, de citoyens, et que cette colère intériorisée se transformait en des formes de violence dont les femmes et les enfants étaient souvent les victimes au premier chef. J'ai eu la chance pendant 4 ans de pouvoir accompagner ces communautés villageoises qui ont fait le choix de se réapproprier le débat de la justice, qui se sont rendus compte qu'en termes de violence sexuelle et intrafamiliale, lorsque la justice pénale s'en mêlait, dans bien des cas elle ne s'en mêlait pas, parce que l'immense majorité de ces violences restaient sous le radar, mais lorsqu'elle s'en mêlait, peu de solutions en émanaient. Et en se réappropriant le débat de la justice, à travers un processus long de 18 à 24 mois, au cœur duquel il y a des cercles de dialogue et de guérison communautaire qui rassemblent la communauté tout entière autour du foyer qui est en difficulté, à travers ce processus-là, elles
ces communautés villageoises ont appris à faire face et à regarder en face les violences qui les minaient. Et ils l'ont fait, comme je le dis toujours, de leur voix propre, de bout en bout, sans toge, sans robe, sans jargon, sans dorure, mais avec une assertivité et avec une détermination sans faille. Encore une fois, ces communautés villageoises-là m'ont immensément appris. Et la première chose que cela m'a appris, c'est peut-être l'importance de reconnaître l'intelligence et les ressources dont disposent les communautés pour faire face aux violences qui les minent. Et quand je parle des personnes au Rwanda, je veux aussi parler de nous, évidemment. On a beaucoup plus d'intelligence et de ressources qu'on ne le croit pour faire face aux violences qui minent nos familles, nos quartiers, nos écoles, même pour faire face à de la violence qui relève du champ pénal. Et il faut qu'on puisse se reconnecter à ces ressources. Il est important que l'on ne pense pas tout de suite à déléguer ou que l'on ne se fasse pas sans cesse subtiliser le droit de participer activement à la recherche de solutions quand des violences nous minent. Je vais peut-être simplement vous passer le trailer du film Les cornes de la vache, qui est le fruit de cette expérience qui s'est déployée au Rwanda pendant les 4 années où j'y étais, et puis après je vous reprendrai. Donc on est dans les fameuses communautés villageoises au Rwanda dont je vous parle. Ces mêmes communautés villageoises qui ont choisi comme je vous le disais, de se réapproprier le débat de la justice. Et ce que vous allez voir là, ce sont ces fameux cercles de dialogue et de guérison communautaire qui prennent place, où l'ensemble du village se rassemble autour du foyer où il y a eu de la violence. Ici, on a Léonie, qui est une femme victime de violences sexuelles et de violences intrafamiliales. Et donc là, on a le père de Léonie. Le père de Léonie qui dit nous sommes réunis ici pour chercher la racine de ces conflits, pour la détruire, afin de faire disparaître ces conflits. Le père de Léonie, là on a Patricia qui est victime aussi de violences intrafamiliales et qui exprime devant le village toute la violence dont elle est victime. Et le père de Léonie, par exemple, il dit aussi toute la difficulté qui est la sienne en tant que père, d'avoir été le témoin de la violence dont sa fille était victime, sans pour autant savoir quoi en faire, et sans pour autant pouvoir essayer de compter sur le village et l'ensemble des membres de la communauté pour que collectivement les personnes puissent se poser la question de savoir qu'est-ce que cette violence raconte de la société. Là, on a une femme qui remercie la justice restaurative et qui dit que tant de femmes sont dans la même situation, et qu'elle souhaite que cette démarche continue pour que nombreuses d'entre elles puissent enfin être amenées à sortir du silence, à ouvrir la parole et à avoir la communauté qui se rassemble autour d'elles pour essayer ensemble de trouver des solutions. Là, on a un médiateur qui demande à la communauté comment est-ce qu'on peut accompagner le couple, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la communauté puisse jouer un rôle positif pour continuer à leur permettre d'aller de l'avant. Et là, on a un chef de village qui, lui, s'exprime avec énormément de colère sur l'homme pour la violence de laquelle il est à l'origine, ici en l'occurrence Pierre, qui lui dit pour le même prix, tu aurais pu être par terre et on aurait été en train de te fouetter, tu peux remercier la justice restaurative, c'est sa colère, sa façon de l'exprimer. Mais en tout cas, on a toute cette communauté avec l'intégralité de ses voix qui ont un sens, qui reflètent la complexité de la communauté et qui cherchent à être entendues. Et puis à la fin, vous voyez Drosella qui est arrivée à la fin du processus, c'est-à-dire 24 mois plus tard, au moment où on célèbre la réintégration de son mari dans la communauté. Et elle dit, et c'est précieux, elle dit maintenant, quand je vais au champ et que je rentre, mon mari a cuisiné et en plus de cela, il me sert. Et toute la communauté applaudit. Et moi, je me rappelle de ce moment-là comme si c'était hier et je m'étais dit, mais waouh, indépendamment du fait de savoir que on ne pouvait garantir en rien que la violence ne reviendrait pas, qu'évidemment, on ne peut pas s'asseoir sur une situation de stabilité que l'on peut croire acquise. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en marche avec une communauté qui se responsabilise et qui se demande ce que cette violence intrafamiliale raconte d'elle-même dans un sens plus large, qui se pose la question de savoir quelle est sa responsabilité, qui sont les personnes qui au sein de la communauté banalisent la violence, les silencient, sont aveugles au système intrinsèque de domination qui existe au sein des foyers et au sein des communautés. Et donc voilà, tout ça pour dire que ces paysans et ces paysannes m'ont immensément appris et le fait d'avoir pu vivre pendant 4 ans à leur côté, c'est quelque chose que je garderai en moi toute ma vie et j'aime
tourner avec ce film pour continuer à voyager en Europe avec cette expérience de justice qui, selon moi, est une expérience extrêmement, extrêmement précieuse. Alors, ce que je voulais dire par rapport à cette expérience aussi, c'est que ce qui a du sens pour moi, c'est qu'au cœur d'un équilibre qui est particulier, notamment entre l'individu et le collectif, la parole de chaque personne a de l'importance. La parole de l'enfant a de l'importance, la parole de la femme a de l'importance, la parole de l'auteur, homme, a de l'importance, la parole de leurs parents respectifs, la parole du chef du village, la parole des vieux, la parole du voisin, la parole de la voisine. Et dans cette expression de narration plurielle, il y a forcément différents rapports à la norme qui s'expriment et qui s'articulent. Et pour moi, c'était ça toute la richesse aussi, parce que ça reflète quelque part la complexité de la communauté et ça nous engage dans un espace d'écoute où on doit faire avec cette diversité de narration et où chacun a une vision différente de la manière dont les choses doivent pouvoir se résoudre, mais où quelque part, comme je l'entendais dans Ubuntu ce matin, l'atelier Ubuntu, toute personne a quelque chose à donner et a peut-être une part à donner d'elle-même pour contribuer au fait que la violence ne continue pas à se déployer dans les communautés. Et évidemment, ce qui m'a particulièrement touchée par rapport aux cours et tribunaux de chez nous, c'est que les femmes et les enfants victimes de la violence ici n'assistent pas à la théâtralisation de leur vie. Ils n'assistent pas à quelque chose qui est en train de se passer sous leurs yeux et qui ne leur prête que peu la voix, alors qu'on parle d'eux. Au contraire, de bout en bout, les personnes victimes dans le processus sont actives et quelque part, en étant actives et en étant soutenues et accompagnées par la communauté, elles réapprennent à se tenir debout même devant l'auteur, en dignité et dans quelque chose où elles peuvent pour la communauté aussi devenir des actrices sociales de changement et se reconnecter à leur capacité d'agir là où avant, elles étaient cloisonnées dans le silence. L'auteur, par ailleurs, ce qui m'a passionnée ici, comparativement à ce que je peux voir chez nous, où dans l'immense majorité des cas de dénonciation de violences sexuelles, on voit les auteurs se cacher derrière leur droit au silence, ou en tout cas même parfois en retour accuser les femmes en diffamation. Ce qu'on voit là, peut-être parce qu'ils ne rendent pas compte devant des juges, mais devant des personnes qu'ils côtoient tous les jours, ils ont devant eux leurs pères, leurs voisins, leurs beaux-parents, leurs femmes, leurs enfants. Et donc, quelque part, ils ont devant eux le visage de la souffrance qu'ils ont infligée. Et en ayant ça devant eux, ils n'arrivent plus à s'en détourner. C'est là, c'est présent, ça devient une réalité qui est complètement saisissante. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est que, chemin faisant, l'auteur rentre dans un processus de reconnaissance et de responsabilisation. Et parce qu'il fait ce chemin de reconnaissance et de responsabilisation, la communauté a l'intelligence de ne pas le réduire à son acte. Et elle a l'intelligence de lui dire, certes, on réprouve massivement et collectivement ce que tu as fait, pour autant, on va faire en sorte que tu puisses petit à petit te reconnecter à d'autres dimensions de ton identité. Et c'est là où moi, ça m'a vraiment passionné de voir des auteurs cheminer et où je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cela pour désormais, mois après mois et semaine après semaine, avec les affaires de violences sexuelles qui ne cessent de sortir du silence chez nous, voir derrière des personnes prendre un chemin qui est celui de la reconnaissance et de la responsabilisation en vue d'une réinsertion future qui serait responsable. La dernière chose que je voulais vous dire, qui me passionne dans ces processus, c'est que les communautés, en fait, quand elles se rassemblent autour des couples, elles mettent en débat des valeurs, elles mettent en débat une éthique qu'elles souhaitent dessiner ensemble. Et elles prennent la mesure du fait que la violence du couple, comme je le disais tout à l'heure, raconte quelque chose de la communauté, que chacun a une responsabilité et un rôle à jouer dans le fait que cette violence ait pu se déployer. Évidemment, l'auteur a un rôle à jouer. Évidemment, la violence est aussi interindividuelle, mais elle est éminemment systémique et structurelle. Et si on s'attaque pas au système, si on continue dans une analogie avec le système pénal à ne considérer la violence que comme étant l'affaire de la victime et de l'auteur, sans prendre en compte et en mesure la responsabilité de la société, moi j'ai le sentiment qu'on va droit dans le mur. Et donc je me bats pour un changement à ce niveau-là. Alors encore une fois, quand je suis rentrée de ces 4 années passées au Rwanda après mes 5 années au Congo, quand je suis rentrée en Belgique, c'était 2017, et c'était le mouvement MeToo. Et voilà. Et évidemment, je me réjouis de toutes ces avancées en matière légale. Je pense qu'elles sont extrêmement, extrêmement importantes. Pour autant, je pense qu'il faut permettre la libération de la parole, mais encore une fois, il faut coupler cette libération de la parole
à l'abolition d'un système. Et donc je pense qu'il est ultra important que dans le post-MeToo, on puisse aller un pas plus loin en se disant ok, maintenant que petit à petit, et c'est encore très petit, la parole se libère, continuons à en faire en sorte qu'elle puisse se libérer encore et toujours, mais ne faisons pas que arrêtons de simplement faire taire la loi du silence. Faisons naître des espaces qui nous permettent de réfléchir comment les rapports de genre, les rapports de domination qui existent au sein de notre société et toutes les valeurs qui sont tacitement valorisées par notre société et qui permettent aux violences de genre de se déployer, sexistes et sexuelles de se déployer à si grande échelle. Je suis personnellement dans une démarche en justice restaurative en lien à des abus sexuels vécus avec d'autres enfants dans l'enfance dans un cadre sectaire. On en fait une démarche documentaire dont le film existera, je pense, d'ici 2 ans. Et c'est de cela aussi que l'on veut parler. C'est de l'importance de pouvoir libérer la parole, mais de l'importance de pouvoir mettre autour de la table toutes les personnes qui ont été victimes et ou actrices de la violence et de recréer un espace de dialogue possible pour nous demander ensemble comment est-ce qu'on va cheminer pour aller de l'avant. J'en terminerai avec le fait que quand je suis rentrée du Rwanda, je n'ai jamais imaginé que je puisse retrouver quelque chose en Belgique en termes de justice restaurative qui me reconnecterait à la puissance de ce que j'avais pu vivre au Rwanda. C'était sans compter ma rencontre avec le collectif Retissons du lien, qui est un collectif qui a été initié et dont les chevilles ouvrières sont Isabelle Seret et Vincent de Gaulojac, deux sociologues cliniciens. Ce collectif, c'est un collectif qui est né en 2018, 2 ans après les attentats de Bruxelles, 2 ans et demi après les attentats du Bataclan. Il est né en Belgique et il rassemble des personnes victimes, rescapées et endeuillées par les attentats, aux côtés de familles dont les enfants sont partis, se sont engagés dans l'idéologie djihadiste et dont les enfants sont bien souvent morts en Syrie, avec encore à leur côté des personnes de la société civile, comme moi par exemple, qui n'est pas directement touchée dans ma chair par les attentats, mais qui avons peut-être quelque chose à faire dans le chemin de la restauration individuelle et collective qui nous incombe après que la société ait été aussi ébranlée dans sa collectivité. Ce collectif, il rassemble ces 3 dimensions-là et depuis 7 ans maintenant, Roland disait encore hier, parce qu'on était tous ensemble, que jamais il y a 7 ans il aurait imaginé que dans 7 ans le groupe existerait encore et pourtant il existe encore aujourd'hui et c'est qu'il correspond à un besoin, à une réalité qui a encore du sens aujourd'hui. Depuis 7 ans, le collectif crée à la fois des espaces d'échange entre les personnes du collectif pour que puisse être déposé tout ce qui a besoin d'être déposé en termes de traversée en lien au traumatisme que le terrorisme est venu impacter dans la vie de chacun. Mais c'est aussi un collectif qui s'engage en faisant des témoignages dans les prisons, dans les IPPJ, dans les universités, dans les écoles. Maintenant, certains membres du collectif vont chaque mois à la prison de Ytre en Belgique rencontrer des personnes détenues dont certaines sont condamnées pour des faits de terrorisme. Et tous ensemble, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'on arrive à recréer du nous, qu'on arrive à faire en sorte que ne repose pas sur les seules épaules des personnes victimes et auteurs des attentats la responsabilité de devoir en faire quelque chose. On est toutes et tous, de là où nous sommes, et en fonction du degré qui nous impacte, on est toutes et tous légitimes pour pouvoir nous poser la question de savoir c'est quoi mon rôle pour essayer de reconstruire la société de demain avec ce que les attentats sont venus fracturer et avec ce que les attentats disent de la violence qui existait en amont des attentats et qui s'est peut-être encore décuplée en aval. En marge du procès des attentats qui a eu lieu en Belgique, faisant suite au procès des attentats qui a eu lieu en France, en marge du procès des attentats, le collectif a œuvré, travaillé pour essayer de faire exister d'autres espaces que celui de la vérité judiciaire. Le procès était hyper important, il a été présidé par une dame qui était absolument remarquable. Pour autant, il était important de créer d'autres espaces d'expression de la justice qui pouvaient faire sens pour les gens et où les gens pouvaient venir déposer, peut-être de manière différente, ce qu'ils traversaient. Et donc, moi, j'ai été amenée à coordonner et à faciliter ces cercles en justice restaurative en marge du procès des attentats, au sein duquel il y avait des personnes victimes, rescapées et endeuillées, des personnes, des membres de famille, de jeunes partis en Syrie, parmi elles des mamans qui elles-mêmes avaient été condamnées pour financement de terrorisme parce qu'elles avaient envoyé de l'argent à leurs enfants pour essayer de les faire revenir de Syrie. Il y avait des éducateurs sociaux de rue
qui avaient vu des jeunes de leur quartier s'engager et partir alors qu'ils pensaient les connaître. Il y avait des personnes qui elles-mêmes s'étaient engagées, qui avaient fait de la prison et qui étaient sorties de prison. Il y avait des membres de famille de certains des accusés au procès. Et pendant 6 semaines consécutives, avec chacun de ces groupes, on a fait chaque semaine des rencontres de 3 heures. Donc ces groupes se sont rencontrés pendant une vingtaine d'heures pour pouvoir mettre en dialogue leurs souffrances partagées, pour que chaque histoire puisse retrouver une place dans le récit collectif et pour que chacun puisse réapprendre à exister dans un lien à lui-même, mais aussi dans le regard de l'autre. Ça a été une expérience absolument bouleversante. Je vais m'arrêter. Ça a été une expérience absolument bouleversante. Et voilà. Et je voulais simplement vous dire, la justice restaurative, c'est tout ce à quoi la société ne nous invite pas. Pour autant, quand on l'expérimente, on se rend compte de son importance. Moi, je pense qu'elle devrait vraiment résonner comme une exigence. Et du coup, je ne vous laisse pas avec la vidéo. Il n'y a toujours pas de son. Il y avait une vidéo du collectif Retissons du lien, voilà, mais que vous pourrez peut-être voir par d'autres biais. Je vous remercie.